Hi everyone. Welcome to our web. Bonjour et bienvenue à notre webinaire aujourd'hui concernant les mesures fiscales et la pandémie COVID-19. Je suis Viviane Leung, directrice de projet à fiscalité CPA Canada et j'ai avec moi Bruce Ball qui est vice-présidente fiscalité à CPA Canada. Voici le troisième enregistrement que nous faisons concernant les mesures fiscales de COVID-19 et l'information continue à se développer. Aujourd'hui, nous parlerons de changements et de mise à jour depuis l'ancien webinaire. Et si vous regardez notre page, je vous encourage de regarder le webinaire du 16 avril où nous avons fourni un survol du programme SSUC. L'information principale reste là et est une ressource importante, quoique les choses ont changé. Vous le verrez dans la page de ressources en fiscalité. L'autre chose que je voulais mentionner est que nous allons parler de la subvention salariale d'urgence du Canada et nous l'appellerons la SSUC. Alors, tel qu'on l'a déjà mentionné, nous travaillons de près avec la RC, en fait, depuis que la crise de la COVID-19 a commencé. Et nous avons aussi travaillé de près avec la Fondation canadienne de fiscalité concernant des enjeux ayant à voir avec la SSUC et d'autres enjeux liés à la COVID-19. Pendant les dernières semaines, on a eu plusieurs développements. D'abord, vous avez probablement entendu qu'on va prolonger la SSUC jusqu'au 29 août de 2020, mais on a d'autres changements qu'on voulait souligner. L'ARC a publié sa foire aux questions et sa guide pour demander cette subvention. Et vous avez probablement, beaucoup d'entre vous, entendu notre appel de conférence avec l'ARC où l'on a répondu à des questions. On a eu aussi le ministère des Finances qui a publié un document d'information et des régulations où l'on a annoncé en fait la prolongation jusqu'au 29 août, mais d'autres choses importantes qu'on va mentionner aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va se concentrer au programme de la SSUC et nous passerons la première partie à parler de ces changements, de ce qu'ils veulent dire pour le programme et à tout adresser déjà au pas. Sur ce, je vais commencer avec une mise à jour de l'administration du programme de la SSUC. Première chose, dans notre session de questions et réponses, on a dit qu'il y aurait un processus de modification au programme de la SSUC plutôt. Beaucoup ont vraiment très bien accueilli cet enjeu, donc cela a constitué de bonnes nouvelles. La RC a indiqué que ce sera un processus assez simple où on va cocher une boîte où l'on dit qu'on fait un changement à une demande antérieure. Vous pouvez le chercher au début du mois de juin. On a des questions ouvertes pour l'ARC en ce qui concerne le processus de modification. Le premier enjeu, la première question ouverte concerne l'enjeu du choix. Vous devriez être conscient du fait que si l'on choisit la comptabilité, il faut s'adhérer à cela pour le reste du programme et c'est donc pas clair si pendant le reste du processus de modification, on peut, disons, défaire ce choix. Normalement, l'ARC désapprouverait une planification fiscale rétroactive, mais cette situation est différente puisqu'il y en a qui ne font pas la demande immédiatement et le délai pose un problème côté planification du scénario. Il y en a d'autres qui auraient pu le faire et auraient compris plus tard que la comptabilité de caisse est préférable. Donc, maintenant, on a des changements et on va vous maintenir à jour. Deuxième question à avoir avec le remboursement de la SSUC, mais étant donné l'incertitude du programme quand il a été lancé,
on pourrait avoir un employeur qui a peut-être mal calculé la SSUC et peut-être qu'il a eu un trop perçu. Et là, la question se pose comment rembourser cette somme à l'ARC. On a demandé à l'ARC donc de nous guider là-dessus. On leur a demandé aussi de parler si on aura une facturation d'intérêt puisque beaucoup de modifications pourraient avoir à faire avec l'incertitude autour des règles. Maintenant, je veux vous parler de l'attestation dans le formulaire de demande. Je ne vais pas trop vous en parler. C'est assez direct. Si vous allez au site web de l'ARC, le formulaire s'appelle RC661 et c'est l'employeur qui le complète ou le signe et la personne qui le signe doit avoir responsabilité des activités financières de l'employeur. Donc, ça doit être clair que l'on complète ce formulaire de façon exacte et complète à la connaissance de la personne qui le complète. Et si le représentant complète la demande au nom du client, l'employeur doit signer le formulaire RC661 et on doit avoir l'endroit où l'on indique qu'on représente le client et que l'on va tout faire sans délai. L'ARC a indiqué qu'on peut demander au client ou au représentant une copie de cette attestation à tout moment. La chose finale de laquelle je veux vous parler vous explique qu'est-ce qui se passe après avoir soumis la demande. L'ARC a indiqué que leur objectif est de traiter les demandes de SSUC en 10 jours ouvrables. Non, il pourrait y avoir des délais au début, depuis que l'on a lancé le programme, et que l'objectif de 10 jours ouvrables ne pourrait pas être atteint. Alors, on vous encourage à appeler la ligne de renseignement aux entreprises et l'information se trouve dans le site web de la SSUC, de l'ARC, si vous n'êtes pas clair là-dessus. Maintenant, l'ARC a dit que l'un des objectifs principaux est de donner l'argent aux demandeurs le plus rapidement possible. Et quand la demande est reçue, on a des pas pour vérifier parfois si on a des problèmes avec la demande de SSUC. Non, les gens, généralement, ne sont pas accoutumés à recevoir des appels de l'ARC. Et l'ARC a indiqué que si l'on vous appelle de la part de l'ARC, vous n'êtes pas confortable avec la légitimité de l'appel, vous pouvez demander le nom de l'agent, son nom et sa première initiale, et après cela, vous pouvez appeler l'ARC, demander cet agent spécifique et continuer avec votre conversation. Maintenant, c'est important de remarquer qu'on pourrait avoir des activités de vérification post-paie de la part de l'ARC. Ils disent qu'ils comprennent, l'ARC comprend l'importance de fournir de la certitude par rapport à la demande des employeurs et que les vérifications vont se faire le plus rapidement possible. Maintenant, je vais passer le micro à Bruce qui va parler des enjeux prioritaires qui se trouvent dans notre liste. Merci, Viviane. Alors, comme Viviane l'a mentionné, nous avons une liste d'enjeux prioritaires auxquels nous travaillons. Nous continuons le travail avec la Fondation canadienne de fiscalité et avec l'ARC. Nous avons un sous-groupe qui travaille à cela. Le travail continue et nous voulions vous mettre à jour par rapport à quelque chose qui a été changé et aussi là où on n'a pas eu trop d'activité, vous mettre à jour sur ce qui se passe autour de ces enjeux aussi. Donc, passons directement aux choses. Alors, je pense que probablement la chose clé qui a été résolue, c'est la publication de la régulation 8901.1. C'est une régulation pour les entités déterminées concernant la SSUC.
Ceci a pris soin des enjeux plus importants qui intéressaient plusieurs personnes parce que plusieurs entreprises ne semblaient pas être des entités déterminées. Donc, essentiellement, on a eu plusieurs choses différentes. L'une impliquait les sociétés de personnes, les entreprises autochtones, les écoles privées, et commençons donc avec les sociétés des personnes. Dans les partenariats, on nous a dit qu'on avait plusieurs accords qui n'étaient pas en conformité avec les règles autour du fait que l'un des associés n'était pas une entité admissible, déterminée. On a plusieurs scénarios là. Probablement le plus commun qu'on a entendu mentionner est celui où les régimes de retraite ou les fonds d'action étaient ou non pas admissibles. Après les partenariats public-privé, disons une société d'État, où cette entité était par exemple un associé. Donc voilà des enjeux parce que il faut avoir toutes les entités déterminées dans la société de personnes. Alors, là-dessus, ce qu'ils ont dit essentiellement est que ça va d'avoir des partenaires qui ne sont pas admissibles, mais du moment qu'ils ont une position minoritaire. Et cela se base sur la valeur marchande. Maintenant, la deuxième chose de laquelle on faisait un suivi par rapport aux sociétés de personnes et les entreprises autochtones, hein, la définition originale d'entité déterminée n'avait pas de référence aux entreprises autochtones. Par exemple, plusieurs dispositions sous le paragraphe 149. Ceci nous a inquiétés, mais encore une fois, cela a été résolu parce que dans le règlement, on parle maintenant d'entreprises autochtones qui font des affaires et ils ont des exemptions fiscales en ce qui concerne l'article 149. Donc, cela a été résolu. Et quelque part, il parle de groupes autochtones qui sont impliqués comme associés dans des sociétés de personnes aussi. Maintenant, on a reçu beaucoup de courriels aussi en ce qui concerne les écoles ou collèges privés. Encore une fois, la règle spécifique ne les considérait pas comme des entités déterminées et je pense que cela avait à voir surtout avec le fait qu'il y en avait qui étaient en train de recevoir du financement privé. On a entendu que la plupart ne le recevaient pas et le gouvernement nous a écoutés et a ajouté les écoles ou collèges privés à la liste d'entités déterminées en ce qui concerne cette subvention. Et ils ont aussi ajouté les associations canadiennes enregistrées de sport amateur et les organisations journalistiques enregistrées comme entités déterminées pour cette subvention. Donc, ceci va être rétroactif au début du programme et la règle est en place. Donc, ces organismes peuvent aller de l'avant et commencer à soumettre des demandes s'ils ne l'ont pas encore fait. Une autre règle que nous suivons, et ceci a à voir avec l'alinéa 125.7.4, cet alinéa inclut des règles qui ont été incluses pour les enjeux ayant à voir avec les groupes de sociétés et ce genre d'organismes avec des entités multiples. Et l'une de nos questions avait à voir avec le paragraphe B dans cet alinéa où nous avons, disons, un groupe affilié. Et la règle qu'ils ont inclus disait que si vous aviez un groupe affilié, vous pouviez en fait utiliser un revenu consolidé quand vous décidiez si les entités déterminées répondaient aux critères de la baisse de revenus de 15 ou 30 dépendant de la période de laquelle on parle. Donc, on a posé plusieurs questions
Et la RC nous a mis à jour par rapport à un couple de choses. Et après cela, je vais vous mentionner encore des choses qui ne vous sont peut-être pas encore claires et sur lesquelles on demande davantage d'informations. D'abord, qu'est-ce que cela veut dire qu'un groupe affilié dans ce sens-là? Et nous supposions que c'était des personnes affiliées selon la loi du revenu sur l'impôt. Mais l'ARC nous a éclairci dans leur foire aux questions qu'ils utilisent en fait la définition de l'impôt sur le revenu. C'est clair. Une autre chose que l'ARC a résolue aussi dans la même foire aux questions, je pense, est est-ce qu'il y a une possibilité de décider quel groupe inclure? Et peut-être la meilleure façon de gérer ceci est avec un exemple rapide. Disons que vous avez une situation où vous avez deux groupes complètement différents d'entreprises qui font des affaires et n'ont pas à voir tellement l'un avec l'autre, mais sont contrôlés par la même société. L'idée est que ces groupes, disons, plus petits, forment un groupe, disons, économique. Est-ce que c'est possible, donc, d'utiliser la règle d'affiliation là? Et l'ARC, en fait, je pense, a répondu très clairement. Ils ont dit, nous pensons que si vous allez utiliser ce choix pour un groupe affilié, ça doit être tout le groupe. Donc, cette situation, toutes les entités déterminées affiliées devraient choisir le revenu consolidé et non pas calculer le critère en soi. Donc, je pense que ce n'est peut-être pas la réponse que quelques-uns voulaient, mais c'est clair. Donc, je pense que la question va se poser, tout comme auparavant, il faut voir si la meilleure chose est de déterminer entreprise par entreprise ou de combiner le tout. Et je pense que l'objectif serait de voir combien d'entités terminent par être admissibles et voir quelle méthode vous donne la meilleure réponse. On a eu d'autres incertitudes. Un des exemples dans la foire aux questions parle d'un mari et femme qui ont chacun une autre entreprise et comment choisir cette règle et calculer un revenu consolidé. Maintenant, l'enjeu que nous avons exposé, nous ne sommes pas sûrs de si la terminologie est correcte, s'il faut dire consolidé, est-ce qu'il faut dire revenu combiné? Et l'autre chose qui a surgi est de voir comment le faire avec un groupe affilié qui inclut des organismes non résidents. Ce n'est pas clair comment cela fonctionne là du point de vue du calcul du revenu surtout. Donc, dans cet enjeu-ci, et en ce qui concerne le dernier de la femme et du mari, on a envoyé des matériels à l'ARC et de l'information par rapport à pourquoi nous pensons qu'il existe un enjeu dans ces domaines, et aussi un couple de foires aux questions, une modification concernant la femme et le mari, et l'autre, l'enjeu concernant le groupe affilié et l'entité non résidente. On vous maintiendra à jour. Malheureusement, l'autre règle ici, on ne peut pas vous mettre à jour de trop, outre vous dire ce qu'on fait avec l'ARC dernièrement. Là, il s'agit du paragraphe D dans le même alinéa duquel nous parlions. Et là, il s'agit d'une situation où vous avez, disons, un groupe contrôlé, vous avez des employés, peut-être dans une entreprise, et après cela, vous avez le revenu externe dans une autre entreprise. Et l'enjeu se posait, que faire avec le fait que vous ne pouvez pas inclure un revenu ayant un lien de dépendance, tandis que les employés ont un lien de dépendance. Alors là, il s'agit de voir l'autre entité et comprendre quel est son revenu à partir de ressources externes. Et si la plupart du revenu vient de là, on peut l'utiliser au lieu du revenu de l'entité en soi. Maintenant, cette règle est assez compliquée. J'imagine que c'est assez clair dans une situation de base, disons,
deux entreprises, tout le revenu externe est dans une entreprise, tous les employés sont dans l'autre entreprise, et là, c'est clair. Mais ça devient plus compliqué encore une fois, lorsqu'on a une implication de non-résidents et des entités complexes où il y a un flou d'argent qui passe entre, ou plutôt un flou de revenus qui passe entre différentes entreprises. Encore une fois, les conversations là-dessus continuent. On a fourni de la formation similaire aux commentaires antérieurs, des informations en coulisses à l'ARC. Maintenant, là, ceux d'entre vous qui avez vu la foire aux questions, vous pourriez penser peut-être que ceci est un grand problème et que voilà la fin de l'histoire, mais je pense que les nouvelles jusqu'à présent n'ont pas été bonnes, mais je ne suis pas sûre qu'on ait déjà terminé. Donc, je vais vous expliquer les choses parce que je pense qu'on aura davantage de conversations. Là, on parle d'accords relatifs au partage des frais et je pense que l'enjeu principal est le fait que pour une raison ou une autre, et parfois il s'agit surtout du côté logistique des choses, disons qu'un organisme prend soin de payer des employés qui sont d'un autre organisme en fait. Un exemple commun, c'est les groupes médicaux. Vous pourriez avoir une entité qui prend soin du personnel administratif et de soins infirmiers et chaque praticien médical a sa propre paie qui est prise au niveau central et après ils remboursent leurs coûts et essentiellement traitent les personnes individuelles impliquées comme employés en ce qui concerne le tout. On a d'autres exemples dans le secteur des organismes caritatifs et plusieurs variations en plus. Donc, nous avons abordé cet enjeu avec l'ARC et l'ARC a émis une foire aux questions et je pense que ce qu'ils ont répondu est correct. Les règles sont claires, elles parlent d'une entité déterminée qui a un compte de paie à un certain moment, donc au niveau législatif, c'est la situation. Donc, nous voulons avoir une discussion supplémentaire avec le ministère des Finances là-dessus et nous allons faire un suivi, encore une fois, pour voir si ils ont pensé à cela, y compris une correction législative là-dessus. Maintenant, un autre enjeu qui a surgi est celui des fusions d'entreprises. Plusieurs scénarios. Un est quand vous fusionnez ou vous liquidez des entités, et des entreprises plutôt, et vous les combinez. L'autre, si vous achetez une entreprise comme actif, et il n'y a pas de changement côté entité, mais il y a un changement interne, oui, du point de vue de la structure de l'entreprise, parce que vous avez ajouté une activité d'entreprise. Alors, on va parler d'abord de la fusion et de la liquidation. D'abord, l'ARC avait écouté nos questions là-dessus et on a eu après cela une conversation avec eux et c'est devenu très tôt, très clair qu'on devait avoir une loi là-dessus. On a plusieurs enjeux. Dans l'annonce du 15 mai, dans le document d'information, le ministère des Finances a déclaré qu'ils vont mettre une règle par où on vous permet essentiellement de regarder les choses pré-fusion, pré-liquidation et voir si cela vous permet d'appliquer le critère de la baisse de revenus. Autrement, il y a un problème parce que l'entité que vous regardez en ce moment est une combinaison d'entités antérieures qui font des affaires et la fusion, en fait, a fourni une barrière pour regarder le revenu antérieur. Par exemple, si vous avez fait une fusion en décembre, vous pourriez avoir un problème à retourner et appliquer le critère de comparaison l'année antérieure, le même mois. Donc, disons, vous regardiez mai, vous comparez mai de 2020 et de 2019, là, vous auriez un problème. Maintenant, dans les entités principales, vous avez un problème aussi, c'est un problème de comparer la même période d'un an à un autre. Donc, les bonnes nouvelles,
c'est qu'ils vont vous permettre de regarder les choses quand vous regardez la même chose en deux périodes différentes de temps. Je pense que quand on a l'achat d'un actif, c'est différent. L'idée est la même. En décembre de 2009, vous avez acheté une nouvelle entreprise, mais vous l'avez fait comme un achat d'actifs. Et encore une fois, l'entreprise que vous comparez cette année avec le même mois de l'année dernière est très différent parce qu'aujourd'hui, vous avez inclus quelque chose qui n'était pas là auparavant. L'enjeu est très similaire, mais ceci va exiger une correction législative, je pense. Ça sera difficile pour l'ARC au niveau administratif de vous permettre d'apporter des ajustements pour gérer l'achat de l'actif parce que les règles sont assez claires. Si l'entité n'a pas changé depuis l'année dernière jusqu'à cette année, c'est différent. Là, nous voulons parler davantage probablement avec le ministère des Finances. Maintenant, un autre enjeu qui a surgi de façon précoce, et je pense que l'on a reçu une réponse partielle là-dessus, c'est que nous voudrions voir quelque chose d'un peu plus formel là-dessus. Nous avons demandé à l'ARC que faire avec le traitement des opérations de couverture. C'est un enjeu qui pourrait être complexe. On a les gains, les pertes réalisées ou latentes. Et là, la question se pose, qu'est-ce qui se passe quand le revenu a un impact? Ça ne se passe pas de façon régulière forcément. Nous avons donc demandé à l'ARC et leur réponse a du sens, mais encore une fois, nous voudrions probablement voir quelque chose de plus formel par écrit. Mais pendant la téléconférence qu'on a eue où ils ont répondu à plusieurs questions, cette question a surgi là et l'ARC a dit que le revenu pour la subvention devrait être calculé selon les pratiques comptables habituelles de l'entreprise. Donc, essentiellement, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait regarder comment les transactions rentrent dans le revenu. Comme je l'ai dit, on va faire un suivi pour voir si on obtient quelque chose d'un peu plus formel et même un exemple. Un autre enjeu que l'ARC, on leur a demandé de gérer, est que faire avec des revenus de placement, l'intérêt, les dividendes pour le critère de la baisse de revenus. Qu'est-ce qui se passerait de ce côté-là? Alors, l'ARC a dit que la réponse serait similaire à l'antérieure. Ça va se fonder sur des pratiques habituelles de comptabilité. Ils ont dit qu'essentiellement, si on a intérêts et dividendes de différents placements comme une partie de vos activités habituelles au Canada, et si ce n'est pas un item extraordinaire, ou un enjeu de revenu de capital, vous l'incluriez dans le revenu fondé sur ce que vous faites avec vos pratiques comptables habituelles. Donc, essentiellement, encore une fois, vous incluez cette année, l'année dernière, et vous faites la comparaison avec le reste de votre revenu. Maintenant, un autre enjeu qui a surgi, et c'est quand on a posé toutes ces questions, on leur a demandé, par exemple, disons que la couverture c'est du revenu ou des pertes réalisées ou latentes. Et la question se pose aussi avec les devises étrangères, les revenus et les pertes. L'ARC dirait, on va inclure les gains en revenus en devises étrangères dans le revenu selon vos pratiques comptables habituelles. Mais il ne parle pas tellement de la dernière composante. Donc, la question se pose, une perte en couverture ou en devise étrangère, est-ce que cela est un revenu du tout en première instance? Encore une fois, nous allons essayer d'obtenir un peu plus de certitude concernant ce genre de transactions. Maintenant, une règle de laquelle je voulais parler, non pas tellement parce que l'on a une mise à jour, mais parce que c'est important, c'est que nous avons ici une disposition en matière de communication de renseignements. C'est différent aux taxes. Il y a d'autres règles, je suppose,
avez les nouvelles règles qui vont entrer en vigueur concernant la transparence des sociétés, etc. Mais concernant les taxes, généralement, nous avions généralement un dossier public où on n'avait pas de dossier public par où on avait soumis une demande. Mais là, il existe une règle où l'on veut rendre public qui a soumis une demande de subvention. Je pense que cela, vous devez le tenir en tête. Je ne suis pas sûre du propos. Une chose est assez certaine. Une idée, je suis sûre, est que l'ARC est inquiète par rapport à des erreurs et une représentation erronée des fraudes concernant ces règles. Vous savez qu'il y a beaucoup d'argent impliqué dans ce programme et j'imagine qu'une partie de leur pensée est que si nous avons une divulgation publique côté qui fait la demande et quelqu'un le voit et pense qu'il pourrait y avoir un enjeu, certainement, ça serait une façon pour que l'ARC obtienne davantage d'informations. Nous nous demandons aussi, cependant, si cela va au-delà de cela. J'y ai pensé parce que voilà l'un des enjeux que nous étions en train de préparer quand Joy Thomas et moi sommes apparus devant le comité de finances de la Chambre des communes. Et l'une des questions qu'on nous a demandé de préparer quand on était en train de se préparer pour cela était qu'est-ce qui se passe si quelqu'un pose une question par rapport à comment on utilise l'argent. Disons qu'on obtient l'argent de la subvention et on l'utilise pour racheter des actions. Et nous nous demandions si c'était une raison aussi pour la divulgation publique. Les règles n'exigent pas de suivi de ce qui se passe avec l'argent, mais nous nous demandons si cette règle concernant la divulgation a à voir avec vouloir savoir comment on utilise l'argent. Encore une fois, on n'est pas tout à fait sûr de ce que l'ARC va faire là-dessus, mais vous devez le tenir en tête. On aurait potentiellement des divulgations publiques de qui soumet des demandes. Maintenant, un autre enjeu autour duquel on fait un suivi, c'est ce qui se passe avec les règles côté associé. La situation à laquelle je pense dans ce cas-ci est quand vous avez, disons, une société de personnes qui a des employés, supposons que c'est une entité déterminée en soi, vous demandez la subvention et après ça, vous avez des associés qui ont aussi leurs propres revenus, leurs propres employés et ne seraient peut-être pas admissibles pour la subvention étant donné le critère de la baisse de revenus. Nous n'avons pas encore d'informations concernant comment cela va fonctionner pour les associés. C'est clair pour les sociétés de personnes, mais côté le partenaire, là, l'associé, ce n'est pas si clair. Et je pense que l'enjeu là est-ce que les résultats pour la société de personnes affectent le critère de la baisse de revenus? Donc, nous voulons davantage de la part de l'ARC là-dessus. Comment prendre en compte les activités d'une société de personnes quand on fait le critère de la baisse de revenus pour l'un des associés. Je vais passer le micro maintenant à Viviane pour qu'elle vous mette à jour concernant la subvention. Donc, plusieurs items sur lesquels nous voulons vous mettre à jour. Nous pensions que c'était important de vous mettre à jour concernant cette situation. D'abord, les travaux en cours pour les cabinets professionnels. Premier enjeu, avec les cabinets professionnels, généralement, on reconnaît le revenu quand on fait du travail ou quand il est facturé. Et dans la foire aux questions qu'on a eue avec l'ARC, beaucoup de participants ont demandé si les cabinets professionnels devraient inclure les travaux en cours dans leurs revenus. Et l'ARC a dit que côté les taxes, ce qui est important est si c'est inclus comme revenu dans les pratiques comptables habituelles du client. Ceci a à voir avec ce que Bruce a mentionné aussi. Je veux vous rappeler cependant que la comptabilité de caisse peut être choisie
afin d'exclure les travaux en cours. Passons maintenant aux enjeux concernant la subvention salariale temporaire et la SSU. Peut-être vous vous rappelez que la SST a été l'une des premières mesures qui ont été annoncées après le début de la crise de la COVID-19. Si vous voulez davantage d'informations concernant ce programme, nous avons un blog qu'on a fait le 2 avril et vous pouvez le trouver sur notre site Web. En fait, à un niveau très élevé, la SST fonctionne automatiquement en considérant les employeurs qui sont considérés admissibles et l'on a une retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Et cela, ils le feraient au nom de leurs employés. Beaucoup d'employeurs ont pris avantage de cela. Beaucoup n'ont rien fait à l'époque, de ce que nous comprenons. Maintenant, quand la SSUC a été annoncée, après cela lancée, les règles ont exigé qu'il faut réduire la SSUC selon la somme par laquelle vous êtes admissible, selon la TTS, la SST plutôt, que vous l'ayez demandé ou pas. Donc, cela doit apparaître comme réduction dans la ligne F de votre demande. Maintenant, beaucoup d'employeurs auraient peut-être soumis la demande au début et auraient pu inclure néant, là où l'on demande s'ils sont admissibles pour la SST, mais n'ont pas réduit leur retenue à la source. Et les résultats auraient été qu'ils devaient retourner et faire une modification à leur demande de la SSUC. Et après réduire les versements de retenue à la source. Cela était un fardeau administratif pour les contribuables et pour l'ARC. Donc, les bonnes nouvelles sont qu'on a deux nouveaux changements qui fournissent un allègement. Tout d'abord, les règles du 15 mai concernant la SST indiquent en fait que la SST est calculée à 10% de la rémunération versée ou bien le pourcentage plus bas si c'est ce que l'employeur choisit. Maintenant, comment est-ce que l'employeur peut choisir le 0%? Ça dépend de la mise à jour du 19 mai concernant la SSUC. Dans la question 21, ils indiquent que l'employeur a dû compléter la demande de la SSUC, n'a pas inclus le montant pour la SST, et là, la SSUC maximum a été demandé. On a indiqué que l'employeur devrait indiquer le choix de 0% dans le formulaire de déclaration volontaire sous programme de subvention salariale temporaire de 10%. Donc, l'allègement est bienvenu, mais je veux que vous compreniez que l'ARC n'a pas mis à jour son formulaire de demande ni les instructions autour du formulaire de demande, autour de ce que je viens d'expliquer maintenant. Mais c'est important de comprendre qu'ils n'ont pas encore mis à jour leur foire aux questions et ça va tout simplement prendre du temps et ils vont tout mettre à jour éventuellement. Le deuxième enjeu ayant à voir avec la SST et la SSUC est une question que l'ARC a reçue pendant la foire aux questions qu'on a eue il y a un certain temps. Est-ce que la SSUC doit être passée en revue quand les employés ne sont pas admissibles côté SSUC? Et la réponse que l'ARC a donnée pendant la foire aux questions n'a pas été trop claire. Mais on a fait un suivi, on a passé en revue la loi et la loi est claire. Toutes les demandes de SST des employeurs admissibles vont faire une réduction dans la demande de la SSUC. On a reposé la question cette semaine et ils ont éclairci
que nous comprenions les choses de façon correcte, que, que la SST réduira la SSUC des employeurs admissibles. Changement final concernant la SSUC a à voir avec une autre période de référence pour le calcul de la rémunération de base. Cette option donne de la flexibilité aux employeurs par rapport à des employés existants qui n'étaient pas employés de façon habituelle au début de 2020. Cette loi proposée donne à ces employeurs la possibilité de calculer les choses du 1er janvier au 15 mars et aussi du 1er mars au 31 mai de 2019. On peut le faire employé par employé et c'est rétroactif par rapport au programme. Donc, on a reçu une question par où est-ce que les contribuables peuvent produire selon la loi? On a posé la question à l'ARC et leur réponse a été un peu confuse, mais ils ont indiqué qu'ils ne peuvent pas conseiller de soumettre selon les mesures proposées, mais qui n'ont pas forcément les systèmes pour tenir ces demandes selon les mesures proposées. Mais ils ont dit que si l'entreprise soumet selon les mesures proposées et à la fin, les mesures ne sont pas adoptées, alors c'est aux entreprises de remettre leurs affaires en ordre selon la loi. Donc, ceci termine notre mise à jour concernant la SSUC. Vous verrez dans cette diapo de différentes ressources que nous avons dans CPA Canada. On va mettre à jour cette diapo et vous l'aurez disponible dans notre page web. Passons maintenant. On veut vous mettre à jour concernant des faits nouveaux sans lien avec la SSUC. Et je veux vous rappeler qu'on a une liste de faits sans lien avec la SSUC dans notre site web. Voilà le lien et plusieurs mises à jour. L'ARC avait affiché des lignes directrices par rapport à des enjeux fiscaux internationaux concernant la COVID-19. On l'a affiché cette semaine, qui inclut des mises à jour concernant la résidence fiscale, l'exploitation d'une entreprise au Canada, l'établissement stable, le revenu d'emploi transfrontalier et d'autres choses. Et cela apparaît dans la page de mise à jour. Nous comprenons aussi qui considère activement les politiques concernant les prestations pour les employés et les dépenses qu'ils ont comme résultat de la COVID-19 et qui regarde d'autres formulaires qui pourraient être produits de façon électronique. Donc, on vous mettra à jour là-dessus. En plus, quand vous passerez en revue les faits sans lien avec la SSUC qu'on a affichés, vous verrez qu'on a des enjeux techniques et de réglementation concernant la COVID-19 et nous avons constamment des conversations avec l'ARC là-dessus et on continuera à vous mettre à jour là-dessus. J'espère que tout le monde soit en santé et nous continuerons à vous fournir des mises à jour concernant les enjeux pour vous aider à passer par les enjeux que vous avez pendant la pandémie. Donc, je vous remercie beaucoup.